Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Pierre de Coubertin est considéré comme l'inventeur des Jeux Olympiques modernes ou à minima comme celui qui a réussi à les mettre sur pied à la toute fin du 19e siècle. À l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, le baron français est pourtant très peu mis à l'honneur par les organisateurs et pour cause, c'est une figure historique controversée. Depuis sa mort en 1937, plusieurs historiens ont relevé des déclarations de Coubertin qui apparaissent aujourd'hui choquantes sur le rôle des femmes, le colonialisme ou encore les races. Certains lui reprochent également ses bonnes relations en son temps avec le régime nazi. Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du Parisien, Vincent Mongaillard, il couvre la préparation des Jeux Olympiques, et Benoît d'Aragon, reporter au service culture. Benoît d'Aragon, le lundi 11 mars, vous rencontrez pour Le Parisien deux femmes qui comptent parmi leurs ancêtres, le baron Pierre de Coubertin, souvent décrit comme l'inventeur des Jeux Olympiques modernes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Il s'agit de Diane et de Alexandra de Navacelles, ces deux sœurs. Elles sont les arrière-petites-nièces du baron Pierre de Coubertin. On les rencontre à leur demande. Elles avaient sollicité ce rendez-vous. Elles viennent au journal, elles sont parisiennes. C'est des femmes assez élégantes. Elles sont en mission. La mission, c'est de réhabiliter leur ancêtre, ou en tout cas de recontextualiser ce qu'il a pu dire et ce qu'il a pu faire. En résumé, ces deux descendantes déplorent que le baron ne soit pas assez commémoré dans son pays à l'approche des JO de Paris, c'est ça ? Elles disent que c'est un paradoxe, c'est-à-dire que cet homme est célébré partout dans le monde, et en France, on se bouche un peu le nez, et effectivement, à l'approche de ces 3e Jeux d'été à Paris, en sachant que les deux premiers ont les doigts au baron de Pierre de Coubertin, qui dirigeait le CIO à l'époque, on parle très peu de leur ancêtre, et elles s'en étonnent. Alors on va voir comment Pierre de Coubertin est devenu une figure historique controversée, mais d'abord Vincent Mongaillard, vous allez nous retracer les moments clés de sa vie. Pierre de Coubertin naît le 1er janvier 1863 à Paris, dans le 7e arrondissement. Qu'est-ce qu'on sait de son enfance ? Il est issu d'une famille aristocratique catholique. Son père est un artiste peintre, sa mère élève les enfants, 4 enfants. Donc Pierre de Coubertin a 2 frères et une sœur, 2 frères avec qui il ne s'entendra jamais. C'est un bon élève, il étudie le grec, mais il échoue au concours d'entrée de l'école militaire Saint-Cyr et se lance alors dans des études de droit. À partir de ses 20 ans, il fait plusieurs séjours au Royaume-Uni et en Amérique, où il découvre et pratique de nombreux sports, et lorsqu'il revient en France, il est très influencé par ce qu'il a vu là-bas. Oui, alors le sport, il le pratiquait déjà assidûment dans le château familial en Seine-Maritime, dans le château de Mireville. C'est là qu'il a découvert l'aviron, la boxe, le tennis. Mais dès qu'il traverse la Manche pour aller en Angleterre ou l'Atlantique pour se rendre aux États-Unis, il est complètement fasciné par la culture sportive dans les écoles, les collèges et les lycées de ces deux pays pour éduquer les jeunes. Et qu'est-ce qu'il fait alors à partir de là ? Alors il revient fasciné de ce modèle anglo-saxon et là il va tout faire à travers des associations pour devenir un militant du sport à l'école et du rôle du sport pour éduquer la jeunesse. À partir de 1892, Pierre de Coubertin se lance dans un grand projet, celui de relancer les Jeux Olympiques qui existaient dans l'Antiquité, abolis en l'an 394, pour en faire une grande compétition sportive internationale. Vincent Mongaillard, est-ce que c'est vraiment son idée et comment il s'y prend pour convaincre tout le monde ? Alors des projets de rénovation des Jeux Olympiques antiques, il y en a eu avant lui, mais la grande qualité de Coubertin, c'est à la fois qu'il est un excellent orateur et qu'il a un excellent réseau. Donc il va réussir à imposer son idée. Son idée, c'est la suivante: que les peuples s'affrontent, mais sur le terrain sportif plutôt qu'à travers des guerres. Et il veut internationaliser le sport, que les pays puissent se fédérer et qu'il y ait en quelque sorte un universalisme à travers les Jeux Olympiques.
Le Comité international olympique est fondé en 1894. Pierre de Coubertin en prend la tête 2 ans plus tard lorsqu'il a 33 ans. 1896, c'est l'année des premiers JO modernes. Ils sont organisés à Athènes en Grèce. Il y aura ensuite Paris en 1900 pendant l'exposition universelle, puis à Saint-Louis aux États-Unis en 1904. Comment se passent pour lui tous ces premiers Jeux ? Les débuts de Coubertin dans l'olympisme ne sont pas de grands succès, puisque les premiers JO, c'est en Grèce, alors que Coubertin militait pour que ça soit en France. Pour lui, c'est une première défaite. Ensuite, les JO de 1900 à la maison, pour Coubertin, à Paris, c'est un échec, puisque ces Jeux sont dans l'ombre de l'exposition universelle, et les Parisiens savent à peine qu'on y tient des Jeux olympiques. Et enfin, les Jeux olympiques en 1904 à Saint-Louis, dans le Missouri, sont tristement célèbres pour leur journée anthropologique où des tribus indiennes, mexicaines s'affrontent et sont regardées par le blanc civilisé comme des bêtes de foire. La Première Guerre mondiale éclate en 1914. Qu'est-ce qu'il fait pendant cette période ? Il a été engagé comme interprète anglais au Quai d'Orsay, où il a contribué à la propagande nationale auprès notamment des soldats. C'est pendant ce conflit qu'il déménage le CIO, le Comité international olympique, jusque-là installé à Paris. Il le déménage à Lausanne en Suisse, et d'ailleurs c'est toujours le siège du CIO aujourd'hui. Vincent Montgaillard, à cette époque, comment Pierre de Coubertin est perçu par ses contemporains ? Coubertin, il dérange, c'est pas une figure qui fait l'unanimité, il a un petit côté grande gueule où il la ramène, donc c'est une figure clivante avec ses partisans et ses détracteurs. Sur le plan personnel, Pierre de Coubertin épouse la fille d'un ancien ministre de Napoléon III, Marie Rotan. Ensemble, ils ont 2 enfants, dont le fils aîné, Jacques, souffre d'un lourd handicap mental. En 1924, Paris est la ville hôte des Jeux Olympiques pour la 2e fois. Et après ça, Pierre de Coubertin quitte la présidence du CIO, mais il reste impliqué jusqu'à sa mort le 2 septembre 1937 à Genève, à l'âge de 74 ans. Comment se passe la fin de sa vie ? Eh bien, c'est une fin de vie plutôt triste pour lui, puisqu'il se sent oublié. Il vit reclus en Suisse, à Lausanne. Il est ruiné, puisqu'il a englouti toute sa fortune dans le projet de sa vie, en l'occurrence la rénovation des Jeux olympiques. Et il meurt lors d'une balade dans un parc d'une crise cardiaque, donc une mort brutale. Il sera ensuite inhumé à Lausanne, au siège du CIO, et son cœur, conformément à ses dernières volontés, rejoindra Olympie en Grèce, le berceau de l'olympisme. Vincent Montgaillard, ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, après 1945, et plus exactement dans les années 60, que la figure de Pierre de Coubertin est commémorée, notamment sous l'impulsion du général de Gaulle. Oui, après avoir été longtemps oublié, on peut dire que c'est une figure qui est réhabilitée. Les Français apprennent à connaître Coubertin. Comment ? Tout simplement en baptisant des salles de sport, des rues, au nom de Coubertin. Ce matin, le comité olympique français a inauguré à la Sorbonne la plaque commémorative et la plaque commémorant la rénovation des Jeux olympiques par le baron Pierre de Coubertin. Et puis c'est l'époque où le général de Gaulle fait de l'olympisme une cause nationale, c'est-à-dire qu'on se donne comme objectif de récolter davantage de médailles, et c'est comme ça que le grand oublié va ressusciter. À ce moment-là, on souffle même au général de Gaulle l'idée de faire entrer Pierre de Coubertin au Panthéon. Que répond le général à ça ? Alors le général répond que l'idée est à retenir, mais Coubertin quand même, ce n'est pas Jean Moulin. Et Jean Moulin, c'est la grande figure de la résistance, donc il écarte d'une certaine manière ce projet. À partir des années 80, de nombreux travaux d'historiens, qui se sont notamment appuyés sur les écrits qu'a laissé Pierre de Coubertin à sa mort, plus de 16 000 pages, font ressurgir le côté sombre du baron. On parle de quoi au juste ? On lui reproche d'abord son antisémitisme, d'avoir été anti-Dreyfusard. Alors Dreyfus, c'est ce militaire juif accusé en 1894 de trahison. On lui reproche aussi ses saillies misogynes, ses sorties racistes et colonialistes.
Alors on va reprendre toutes ces accusations. Sur la misogynie par exemple, quelles sont les déclarations ou les faits qui vont dans ce sens ? Alors on lui a beaucoup reproché d'avoir interdit aux femmes de participer aux Jeux olympiques. Parce que pour lui, une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Voilà ce qu'il a dit un jour dans sa vie. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie nullement qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. Là, c'est totalement de la misogynie. Mais en même temps, c'est ce qui fait toute la complexité du personnage, c'est qu'il est capable de dire tout et son contraire. Parce que c'est le même homme qui va aussi affirmer qu'il convient de travailler à l'égalité des sexes et qu'il est nécessaire que les lois protègent la femme, et là je cite, qu'on la mette en mesure de résister et d'échapper à la tyrannie maritale. Concernant les accusations de racisme, qu'est-ce qu'il a pu dire au juste ? Il a affirmé par exemple que les races sont de valeurs différentes et à la race blanche d'essence supérieure, toutes les autres doivent faire allégeance. Il a aussi dit « je suis un colonial fanatique ». Mais il a également affirmé que le sport est l'apanage de toutes les races et que les colonisés devraient désormais se voir traités en égaux, ce qui est à l'époque plutôt progressiste. Donc si le baron peut dire une chose un jour et autre chose le lendemain, j'imagine qu'il fait l'objet d'une dispute entre les spécialistes. Oui, puisqu'il y a des historiens qui, pendant longtemps, ont tressé des lauriers à Coubertin, occultant sa part d'ombre. Et puis, de manière plus récente, dans les années 70, 80, 90, notamment sous l'impulsion du sociologue du sport Jean-Marie Brome, on a des historiens plus critiques qui se plongent dans les écrits et qui dressent un portrait controversé du baron. Donc on n'a jamais eu unanimité des historiens autour de la figure de Coubertin. Vincent Montgaillard, on prête aussi au baron des devises célèbres, mais qui ne sont pas de lui. Il y en a au moins deux. Celle que l'on connaît tous, c'est l'important, c'est de participer. En fait, cette phrase n'est pas de lui, il l'a récupérée auprès d'un évêque de Pennsylvanie qui, quelques jours plus tôt, l'avait prononcée lors d'une messe, toujours à Londres, à l'occasion des Jeux olympiques dans la capitale britannique. Et la phrase exacte de cet évêque, c'était « L'important dans ces Olympiades, c'est moins d'y gagner que d'y prendre part ». Et puis, il y a la devise olympique « Plus vite, plus haut, plus fort ». Et cette devise, en fait, elle est totalement inspirée d'un prêtre dominicain qui s'appelle le père Didon et qui était un ami de longue date du baron Pierre de Coubertin. Mais Pierre de Coubertin, il a quand même inventé certaines choses ? Oui, puisque Coubertin, c'était un grand visionnaire. Il a notamment dessiné les anneaux olympiques, les 5 anneaux qui représentent les 5 continents et qui font aujourd'hui de ça l'un des logos les plus connus au monde. Et puis, si l'une des langues officielles du CIO et de l'olympisme, c'est le français, eh bien, c'est grâce aussi au baron Pierre de Coubertin. Des historiens relèvent également sa complaisance envers le régime nazi, notamment lors des JO organisés à Berlin en 1936, au moment où Adolf Hitler est au pouvoir. Pourquoi ? Alors à cette époque, Coubertin, il n'est plus président du CIO, mais c'est encore une voix qui compte. Eh bien, durant ces années de montée en puissance du nazisme, il n'a jamais condamné le régime et il n'a jamais condamné les Jeux olympiques de Berlin en 1936. Alors, il avait été invité à ces Jeux, il ne s'est pas rendu, mais il a quand même prononcé une allocution qui avait été enregistrée et qui a résonné lors de la cérémonie d'ouverture. Et à la fin des Jeux, il dira que la grandiose réussite des Jeux de Berlin a magnifiquement servi à l'idéal olympique. Dès aujourd'hui, je veux remercier le gouvernement et le peuple allemand pour l'effort dépensé en l'honneur de la 11e Olympiade. On fait un saut dans le temps. En 2022, un ancien champion olympique et un académicien montent un dossier pour proposer au président Emmanuel Macron de faire entrer Pierre de Coubertin au Panthéon. C'est d'abord Guy Dru, champion olympique du 110 mètres haies lors des Jeux olympiques de
Montréal en 1976. Il est membre du CIO, c'est un ancien député, un ancien ministre des Sports sous Juppé entre 1995 et 1997. C'est une figure qui compte dans le monde de l'olympisme et il est soutenu par Éric Orsena, l'écrivain Éric Orsena qui est aussi académicien. Que leur répond l'Élysée ? Eh bien, on a un conseiller sport de l'Élysée qui répondra que Coubertin est une figure controversée et donc que le projet n'est pas à l'ordre du jour. On en revient à cette année, en 2024, Vincent Montgaillard, vous avez pu le constater vous-même, vous qui couvrez la préparation de ces Jeux Olympiques, les organisateurs ne sont pas très à l'aise avec la figure de Pierre de Coubertin. Oui, c'est un nom qui est vraiment prononcé au compte-gouttes. Par exemple, sur le site du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris, quand vous allez sur le moteur de recherche et que vous tapez Coubertin, il n'y a quasiment aucun article qui ressort. Le président de Paris 2024, Tony Estanguet, on sent bien qu'il marche sur des œufs dans ses discours. Par exemple, il a dit en 2023, Tony Estanguet, depuis 1894, donc la date de la rénovation de ces JO, beaucoup de choses ont changé, les jeux comme la société ont évolué vers plus d'inclusion et plus d'égalité, mais on sait ce qu'on doit à Pierre de Coubertin. C'est une manière de saluer cet héritage tout en prenant ses distances et en montrant bien que la société a bien évolué par rapport à celle qui existait à l'époque de Coubertin. Le vendredi 17 mai paraît un livre intitulé « Pierre de Coubertin, l'homme qui n'inventa pas les Jeux Olympiques ». Il est écrit par le journaliste Aymeric Mantoux qui ressort une lettre que le baron a envoyée peu de temps avant sa mort au chancelier allemand Adolf Hitler. Que dit cette lettre et pourquoi ça pose question ? Oui, cette lettre date du 17 mars 1937, soit 6 mois avant la mort du baron, qui est très vieillissant. Le baron s'adresse à Adolf Hitler en lui donnant du son excellence. Il exprime sa plus vive reconnaissance au régime allemand pour sa contribution symbolique à son année jubilaire. Et l'année jubilaire, c'est un demi-siècle de promotion de sport par le baron de Coubertin. Et il conclut son courrier en témoignant, je cite, son respect et profond dévouement au Führer. Pour la première fois, on a la preuve sous les yeux qu'il y avait bien une correspondance entre les deux hommes. Benoît d'Aragon, c'est donc dans ce contexte que vous rencontrez deux descendantes du baron, Diane et Alexandra de Navacelles. Qu'est-ce qu'elles répondent à tout ça ? Elles disent qu'effectivement, on a tendance à analyser des prises de parole d'il y a 100 ans à l'aune de la société en 2024. Donc effectivement, elles disent qu'il faut recontextualiser qu'à l'époque, beaucoup de gens étaient colonialistes. Et surtout, elles rappellent que leur ancêtre n'est pas allé au JO de Berlin, qu'en fait, il a compris un peu tardivement qu'Hitler avait instrumentalisé ces jeux. Et puis elle leur a dit c'était un vieux monsieur. Il est mort un an plus tard, en 1937. Il avait peut-être pas toute sa lucidité. Donc tout ça, voilà, elle recontextualise en disant attention, les jeux de Berlin, il s'est fait un peu manipuler. Hitler lui a servi sur un plateau les jeux dont il rêvait, avec de la radio, avec de la télévision, avec une ampleur qu'il ne pouvait imaginer. Et il a compris un peu tardivement que tout ça, en fait, servait à faire de la propagande et avait été utilisé à des fins politiques par Adolf Hitler. Et sur le fait que le baron se serait opposé à ce que des femmes participent aux Jeux Olympiques, là encore, elles veulent apporter de la nuance. Oui, parce que en fait, des femmes aux Jeux Olympiques, il y en a eu sous Pierre de Coubertin. Il y en a eu dès les Jeux de 1900. Suzanne Lenglen, par exemple, qui a donné son nom à un cours de tennis à Roland-Garros. Suzanne Lenglen, elle a été championne olympique de tennis, alors en 1920 à Anvers, en sachant qu'évidemment, au début du siècle, le sport féminin était très peu considéré dans la société. La plupart des femmes sont des femmes au foyer. Elles sont là pour s'occuper de leurs enfants. Elles ne travaillent pas, elles n'ont même pas de compte en banque. Enfin voilà, on n'est pas du tout dans la société d'aujourd'hui. Est-ce qu'elles ont l'air de vouloir occulter le côté sombre de leur ancêtre ? Pas du tout. Diane, à un moment, elle me dit mais moi, ces propos, ils seraient tenus aujourd'hui, je serais très choquée. Et elle le voit comme quelqu'un d'assez paradoxal, qui a pu dire tout et son contraire, qui voulait pas choquer l'opinion publique, donc qui avait tendance à dire des choses qui étaient pensées par la majorité des gens de son époque, tout en faisant un peu le contraire, en faisant rentrer quand même le sport féminin aux Jeux Olympiques. Après, elles n'en font pas du tout quelqu'un de révolutionnaire, bien entendu. Elles savent que sur plein de choses, leur aïeul n'était pas du tout quelqu'un d'avant-gardiste. Depuis plusieurs mois, la descendance du baron, en tout cas, multiplie les initiatives pour rendre leur ancêtre visible à l'approche des JO.
La flamme olympique va passer dans leur château familial de Mireville, ce qui est quand même quelque chose d'assez symbolique. Le musée Grévin va faire entrer le baron Pierre de Coubertin au sein de son musée de cire, mais ça c'est une initiative plutôt privée, puisque le musée Grévin n'est pas un musée public. Et puis elles ont organisé elles-mêmes, le 23 juin prochain, à la Sorbonne, un grand raout pour les 130 ans du CIO. Et là encore, c'est elles qui sont à la manœuvre, parce qu'elles se disent que si c'est pas elles qui le font, sans doute la France ne le ferait pas. Vincent Mongaillard, le mardi 21 mai, vous révélez dans Le Parisien que la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, ne se rendra pas à cette cérémonie. Pour quelle raison ? Alors officiellement, c'est pour des raisons d'agenda. Ce jour-là, la ministre des Jeux Olympiques sera en Haute-Savoie, à Chamonix, pour le parcours de la flamme. Mais officieusement, j'en ai discuté avec son entourage, elle reconnaît que l'olympisme doit beaucoup au baron Pierre de Coubertin, mais elle est aussi lucide, et ça je cite l'entourage d'Amélie Oudéa-Castéra, elle est aussi lucide sur les parts d'ombre de ce personnage historique dont certaines prises de position sont clairement condamnables. Il n'y aura donc aucun représentant de l'exécutif à la cérémonie ? Alors ce qui est sûr, c'est que le président de la République, Emmanuel Macron, lui aussi pour des raisons d'agenda, alors ça c'est l'argument diplomatique, ne sera pas là. Il y aura peut-être d'autres ministres, mais pour l'instant c'est toujours un point d'interrogation sur leur venue. En revanche, il y aura un homme qui compte beaucoup dans l'olympisme, c'est le président du CIO, le président allemand Thomas Bach. Lui sera là parce qu'il a une grande admiration pour le baron qui est, pour lui, un visionnaire. Vincent Mongaillard, Pierre de Coubertin, c'est donc un personnage qu'on peut difficilement célébrer de nos jours ? C'est un personnage historique clivant qui divise. Et ce qui est déjà acquis, c'est que son image est écornée auprès du grand public et que finalement, le baron, pour ses Jeux à la maison, à Paris, en 2024, c'est le grand perdant des Jeux Olympiques. Merci à Vincent Mongaillard et Benoît d'Aragon. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Barbara Gouy, réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Aidez-nous à nous faire connaître, parlez-en autour de vous, laissez-nous des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ne ratez pas les 2 autres podcasts du Parisien, Crime Story, une affaire criminelle racontée chaque samedi, et Le Sacre, les confessions d'un ou une médaillée d'or olympique ou paralympique, à retrouver chaque mercredi.